littéralement 6 heures du matin. Finalement, on va boucler cette conférence, d'après ce que je vois, peut-être jusqu'à 8 heures. Ouais, possiblement, je sais pas. En tout cas, on va donc y aller. Nous allons donc venir à l'époque contemporaine, les origines, en fait, enfin, les origines. C'est-à-dire on est là à l'homme, le père, si à le cardio. Qu'est-ce que tu veux le père pour changer le pays, comment dire, Ernest Hemingway disait, constatait en fait que ignorant people are always happy, c'est-à-dire les ignorants sont toujours heureux. Il dit ignorant, c'est-à-dire ceux qui ne savent, ceux qui n'ont pas l'information. En général, quand tu as l'information, au contraire, tu es plutôt malheureux, tu te dis mais on vit dans une situation mais pourrie et je ne peux pas laisser, je dois porter ce que je sais, en tout cas je dois le partager, ça doit être diffusé au maximum de personnes pour que les problèmes que nous avons ici soient résolus parce que, mais je la refais encore parce que il y a des gens qui ne l'ont pas suivi et qui, voilà, euh, la fuite, je suis mort de rire. Donc, aujourd'hui, donc, comme je disais, le tribalisme est orienté contre les Bamileke. C'est-à-dire, mais vraiment. Et tout à l'heure, j'étais en train de vous parler de Owisan Kamini qui était donc devenu ministre d'État, chargé des relations extérieures, au moment où il avait utilisé, il avait été utilisé par Paul Biya comme le petit idiot de service, l'idiot utile. C'est pas une insulte, hein, c'est un concept. L'idiot utile, c'est celui, le motoko que vous utilisez pour aller faire le sale boulot. Et en général, c'est quelqu'un qui appartient à la même caste que ceux auxquels vous voulez vous attaquer. Mais comme vous l'avez légèrement favorisé, évidemment, il part faire le sale boulot et il se dit qu'il est privilégié. C'est un peu comme à l'époque de l'esclavage. Vous avez toujours le petit nègre de maison qui allait faire le sale travail et qui, sans vergogne comme ça, s'attaquait aux siens. Donc, c'est un peu la même chose. Et voilà. Ceux qui viennent de nous rejoindre doivent comprendre donc de quoi il s'agit ici, les origines du tribalisme. En fait, je me souviens, j'avais pris aussi, et je vais reprendre ça ici, dans ma première analyse sur le tribalisme, j'avais pris une sorte d'analyse de Monsieur Ambroise Combe, qui était l'un des cofondateurs, il est présenté comme l'un des cofondateurs de l'Université des Montagnes, justement. Vous savez que l'université des montagnes a été créée comme ça, de manière privée, littéralement par des Bamileke de la société civile au début, en l'an 2000. Et il dit dans son analyse, Monsieur Ambroise, comme que en 2017, la prise des distances c'est en 2017 qu'il disait ça. C'est pas, il n'a pas dit qu'en 2017. Bref. Donc, il disait que il confirmait ce que je venais de faire comme lecture sur les Bamileke d'en haut, les hommes d'affaires qui ont décidé de ne plus parler de politique et de s'appesantir sur l'économie, ou du moins de faire politique en mode BAiste, en mode RDPciste, voilà. Il dit que la prise de distance des Bamileke avec la politique remonte à la colonisation. Ça confirme mes longues explications sur Jean Lamberton, qui a stigmatisé farouchement les Bamileke, dont je n'ai pas menti. Il ajoute, le peuple Bamileke, donc, qui était considéré comme rebelle, a été exclu du champ politique en premier lieu par l'empire colonial. Ça, c'est afin que nul n'en ignore, il précise. Si vous n'avez pas bien compris, c'est donc les Blancs, les Européens d'abord, et ça, c'est important de garder cela à l'esprit, qui ont mis sur pied cette mécanique du tribalisme d'État dans la logique d'empêcher, comme je l'ai dit depuis le début, une coalition des résistances. C'est tout, ça se résume mais vraiment à cela. Et le professeur Ambroise comme continue en disant que après les indépendances donc, le Bamileke et principalement l'élite Bamileke s'est davantage préoccupé à faire des arrangements avec l'État, histoire d'avoir carte blanche sur ses activités, surtout économiques. Il dit l'élite Bamileke, il n'a pas dit le peuple Bamileke ou bien l'élite, c'est toujours une petite caste de personnes, un peu comme l'élite du Sud ou l'élite du Nord. Vous voyez bien comment l'élite du Nord et les populations, ce n'est pas la même chose. Et l'élite du Nord est corrompue, les lamidos, les machins, les chefs traditionnels, ils n'honorent même plus leur statut de chef traditionnel, facilement manipulable, facilement corruptible. Vous avez vu ceux qui ont bloqué l'hélicoptère de Ferdinand Gongo,
Le lendemain, je ne sais pas quel type de bisou on leur a fait dans la nuit. Ah, ils étaient main dans la main avec Ferdinand. C'était devenu le meilleur SGPR de tous les temps. Or, avant, on les entendait dire, il est qui? Mais le lendemain, il est devenu le Père Noël. On ne comprend pas ce miracle. C'est-à-dire, il s'est passé de grandes choses dans la nuit, là. Il y a eu, c'est-à-dire, l'amour, c'était l'amour faux dans la nuit. Il s'est passé de très, très, très belles choses. Donc vraiment, Wilfried enregistre souvent ce genre de live sur YouTube afin d'éviter de trop te répéter. Mais qu'est-ce que ça change? Je comprends pas. Le fait d'être enregistré sur YouTube va faire quoi? Je comprends pas trop. Si c'était enregistré sur YouTube, qu'est-ce que ça donnerait? C'est à vous d'enregistrer. Moi, je peux décider de ne pas faire. Moi, je partage ce que je sais. Donc, prenez un deuxième téléphone, prenez... Moi, je parle une fois. C'est à vous d'enregistrer ce que vous ne saviez peut-être pas. C'est pas encore à moi de faire le travail. Donc, et même si j'enregistre sur YouTube, vous pensez que quelqu'un peut écouter un live de 8 heures de temps ou de 9 heures de temps sur YouTube? C'est en live que les gens écoutent mieux parce que psychologiquement, ça fait, au moins tu sais que la personne est en direct, tu sais qu'il peut y avoir interaction, tu sais que même ton commentaire, on peut lire. Donc ce n'est pas pareil. Et bon, je vais de toute façon être amené à faire ça encore et encore. Il précise donc que l'élite Bamileke a précisé faire des arrangements avec l'État, surtout après les indépendances, donc dans les années 60-70, bon, surtout avec le multipartisme des années 90, c'est surtout à ce moment-là. Donc, et là justement, il a pris l'exemple de Victor Fotso. Victor Fotso pensait donc qu'il pouvait acheter l'homme politique Paul Biya. Or, en fait, tu ne peux pas parce que le Cameroun fonctionne différemment. Au Cameroun, la politique contrôle le tout. Et c'est ce que Victor Fotso a après justement à ses dépens. Parce qu'il a tout fait pour libérer Yves Michel. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc c'est une manière de vous dire, ceux qui vous parlent ici sont de la chambre de commerce ou je ne sais quoi. Bon, comme la chambre de commerce est toute puissante et que les Américains ont le pouvoir économique, pourquoi la chambre de commerce n'a pas libéré Yves Michel Fotso? On sait qu'aux États-Unis, c'est les lobbies de la finance qui fabriquent les candidats. Sauf qu'au Cameroun, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est la politique qui fabrique c'est-à-dire, c'est la politique qui donne le là des opérateurs économiques. C'est la politique quand on veut fabriquer une élite, un escroc, on lui donne de l'argent, ça vous donne des Amougou Belinga ou certains hommes d'affaires de je ne sais où qui, vous ne savez pas trop comment ils sont devenus riches, mais ils le deviennent. Mais il n'y a pas un peuple bamileke qui a eu le pouvoir économique parce qu'on les a favorisés. Il n'y a pas du tout ceux qui ont le pouvoir économique, je vous l'ai dit en amont, c'est ceux qui détiennent l'essentiel des parts de marché dans les multinationales. Samdia, la Sosucam, Sinochem, Aevecam, comme il s'appelle, Bolloré au niveau du port, Actis au niveau des néos, la PHP pour Njambe Penja, etc., etc., et voilà. Ou encore la France, même de manière générale pour le franc CFA. Voilà la vraie économie. C'est pas les petits commerçants là que vous allez vandaliser par jalousie parce qu'ils ont accepté de dormir tard et de se lever tôt pour vendre les arachides et ouvrir la quincaillerie. Non. Ça n'a rien à voir. Donc voilà. Yves Michel avait été mis en examen, c'était en 2008, dans la fameuse affaire de détournement de l'argent destiné à l'avion présidentiel. Et dans l'affaire de la faillite de la Camer qui s'en était suivie. Donc on l'avait arrêté en 2010. Enfin, il avait été condamné à 25 ans de prison. Et après, on l'a condamné à vie finalement. Et bref, on lui collait une accusation de détournement de plus de 16 milliards de francs CFA sur le dos. On l'accusait d'avoir créé des sociétés écrans, d'avoir, voilà, c'est-à-dire d'avoir énormément trempé dans des choses qui n'ont pas de sens. Il a obtenu quand même, par l'entremise de son père et de quelques jeux de coude, un exil au Maroc. Je pense qu'il est toujours là-bas d'ailleurs aujourd'hui. Il est toujours au Maroc, non, j'imagine. Et donc, bref, tout ce que je viens de dire, c'est que c'est de là en fait que vient, c'est de ce type de situation que vient le retrait du Bamileke de la politique. C'est-à-dire, on part du principe, le Bamileke craint que quand je vais, si je me limite, l'État il est trop puissant. Mon pouvoir économique dépend de la volonté d'un homme qui peut me broyer, me malayer, faire de moi ce qu'il veut. Donc s'il m'a donné un rang précis dans l'économie, je vais me contenter de ça.
et je vais même le soutenir et financer carrément les activités du parti au pouvoir, mais je ne vais pas, voilà, je ne vais pas me liguer contre lui. C'est pour ça que, comme je vous ai dit, vous avez vu quelqu'un comme monsieur Emmanuel Tchatchoué de Canal 2 qui m'avait sidéré après la vidéo montrant les tortures sur Longuet Longuet, où il disait carrément, dans la bande passante en bas sur Canal 2, Longuet Longuet torturé par des inconnus. Seigneur, des inconnus. Quand on se demandait qu'est-ce que monsieur Fouda fait là, et pourquoi Mboutabala torture Longuet Longuet de cette façon, on connaît les identités et les visages des concernés, tout le monde les connaît, sauf monsieur Emmanuel Tchatchoué, le PDG de Canal 2, dont l'homme Bamileke, enfin l'élite Bamileke en tout cas, parce que le tribalisme d'État organisé par Paul Biya leur impose de ne pas soutenir un autre candidat et surtout pas un candidat venu de leur région, sinon on va les taxer de tribalistes. Pourtant, Famandongo lui soutient pourtant Paul Biya et ça ne dérange personne. Mais si maintenant Kadji de Fosso, lui, il voulait soutenir ni John Fonzi, on lui fait, ou Maurice Kamto, on lui fait des redressements fiscaux, comme ce qu'on a vu dans les années 92, c'est absolument injuste. Non, 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 je ne prends pas d'invitation. Je ne prends pas d'invitation. Un dernier indice, quand je fais une conférence où je prends des invitations, je mets politique, question, réponse. Donc voilà. Alors, donc c'est un peu ça. Regardez un peu, comment dire. Enfin, je ne vais pas parler de ça, là. On va... Non, si. Prenons par exemple monsieur Sylvestre Ngouchingue, le patron de l'entreprise du poisson, la Congèle-Cam. Congèle-Cam a un chiffre d'affaires colossal. On nous parle d'environ 230 milliards d'euros, enfin, 230 millions d'euros. Voilà. Ce qui équivaut à peu près 150 milliards quand même de francs CFA. C'est-à-dire, on est à 80% du marché local qui est dominé par Congèle-Cam, le marché local des fruits de mer, des poissons. Et évidemment, il est du parti au pouvoir. Je pense qu'il avait voulu être sénateur dans la région de l'Ouest, mais le régime ne l'avait pas permis. On lui avait proposé la députation, qu'il n'a pas voulu, parce que ça lui prenait trop de temps, un temps dont il avait besoin justement pour s'occuper de ses way. Mais je crois qu'il est redevenu sénateur. En fait, voilà. Donc, on a donc des illustrations des hommes d'affaires Bamileke qui, pour ne pas perdre leurs avantages et pour ne pas perdre le contrôle du marché et les rentrées qu'ils ont, ils ont fait ces compromis là avec Paul Biya. Vous allez soutenir le RDPC, financer les activités du RDPC. Maintenant, bon, le peuple Bamileke, là-bas, on s'en fout. Maintenant, les autres, les Jalo, les Bassa, les Eton, les Ewondo, les No, là, on se met à dire que les Bamileke ont le pouvoir économique, comme si les quelques milliardaires, là, distribuaient leur argent partout. C'est comme si les milliardaires, quand ils se réveillent le matin, ils distribuent l'argent à tous les pauvres. Non, les milliardaires ne distribuent pas leur argent. Ils sont même les plus chiches de la terre. Les millionnaires, les riches, là, ils ne donnent pas. C'est les pauvres qui donnent. Un riche ne donne jamais. Il est conscient du malheur qu'il a fait pour eux. Il va peut-être ouvrir une école quelque part, un hôpital, une usine de je ne sais quoi, mais vous donnez de l'argent, genre, tu viens là, tu tends le bras, il te donne l'argent. Ah, ça, faudra prier. Ça va être dur pour qu'il te le donne. Donc, c'est à ça qu'on a réduit, en fait, plus ou moins les hommes Bamileke. Voilà. Maintenant, on a vendu cette impression d'invasion. Les Bamileke envahissent, ils sont trop nombreux, c'est une illusion. C'est-à-dire, les Bamileke sont en fait certainement le groupe le plus disséminé, c'est eux qui bougent le plus. C'est un peu normal, et ils aiment le commerce, c'est ce qu'impose le commerce, il faut être mobile. Et c'est ça qui vous donne dans cette impression d'envahisseur. Mais en fait, un Camerounais qui a l'impression d'être envahi est un tribaliste, parce que les Bamileke ont le droit d'aller où ils veulent. C'est leur pays, le Cameroun. Je sais que ça a du mal à entrer dans la tête de certains, je sais que c'est compliqué, mais c'est leur pays, le Cameroun. C'est leur pays, le Cameroun. Ils peuvent aller, il faut garder à l'esprit que si tu es dans un village où il y a 10 personnes, et que les Bamileke viennent à 20, à 50, ils ne t'ont pas envahi. Ce sont des Camerounais qui sont allés s'installer dans une autre ville. C'est comme ça que les villes grandissent. Toutes les villes ont grandi comme ça. À l'époque, c'était un petit village de maisons, avant que ça ne devienne une ville de 10 000, 100 000, 50 000, 200 000, 1 million d'habitants. C'est comme ça, on ne regarde pas les... Mais ils sont venus nous envahir, vous envahir que c'est des étrangers, c'est des Esquimaux, c'est des extraterrestres, c'est des Moldaves, c'est des Perses.
Des Camerounais viennent s'installer au Cameroun, vous dites qu'on vous envahit. Donc il faut vous débarrasser de ce logiciel-là. Donc les Bamileke font simplement usage de la possibilité que leur donne le Cameroun en tant que pays. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dedans? C'est-à-dire, je sais pas, si on dit aux autres qu'ils sont des étrangers ou si on leur dit de rester chez eux, on n'est plus un pays. C'est-à-dire, autant se séparer, autant acter la sécession. Il faut arrêter surtout donc à ce moment-là de combattre les Ambazoniens, parce que les Ambazoniens, eux, justement, ont réalisé vos rêves. Ils ne veulent plus venir chez vous. Donc vous dites aux Bamileke qui sont pas au sud, rentrez chez vous. Maintenant, les Ambazoniens vous disent aussi rentrez chez vous, mais vous voulez forcer d'aller au Nozo. C'est pas cohérent. Vous ne voulez pas aller, vous ne voulez pas avoir des visiteurs au sud, n'allez pas aussi visiter les autres. Comme ça, vous assumez vos combats sécessionnistes. Vous assumez tout simplement que vous êtes des sécessionnistes. Donc, soit on est une république, soit on accepte le séparatisme. Parce que c'est toute plaisanterie, à un moment donné, il y a des limites. Vous dites aux gens, rentrez chez vous. Quand ils décident de ne plus vous déranger, donc, vous dites que le Cameroun est un et indivisible. Il est où le sens? Les gens de l'Ambazonie veulent rentrer chez eux, comme vous avez demandé à tout le monde, mais vous leur dites que non. Un et indivisible. Bakassi, vous l'allez au Nigeria, vous dites non, on veut Bakassi. Quand on se dit donc que vous voulez le un et indivisible et qu'on vient chez vous, vous dites rentrez chez vous. Mais quand même. Arrêtez le Petros, arrêtez le Dom Pérignon. Faut arrêter ça, c'est le Kyo, comme on dit. C'est vraiment le Kyo. Et, comment dire? J'avais été très gêné en fait, on va dire par une observation d'André Siaka, qui était l'ex-patron du JICAM, parce que moi je considère que il n'est pas bien que les Bamileke se retrouvent à se défendre ou bien à se justifier de ne pas avoir des visées politiques. Je trouve que c'est pas bien, c'est même dangereux. André Siakam, dont l'ex-patron du GCAM, lui, il disait à un moment donné, quand il disait, c'était sur Jeune Afrique, quand il disait que oui, bon, il ne faut pas croire à chaque fois que les Bamileke veulent le pouvoir politique. Le fait de voir dans les réalisations ou bien dans les grandes actions des opérateurs économiques, le fait de voir dans ça une stratégie pour accéder au pouvoir, c'est très réducteur. Bref, il dit en gros, bon, nous, on fallait les dos pour le business et rien d'autre. On n'a pas l'intention d'utiliser notre argent pour faire tomber Biya. Donc en fait, André Siaka, comme beaucoup de personnes de l'élite Bamileke, ont oublié qu'ils ont le droit de faire tomber Paul Biya. En fait, on est arrivé à une situation de folie où un Bamileke doit justifier que non, moi je ne veux pas en fait le pouvoir. Est-ce que c'est illégal de vouloir le pouvoir? Nous l'affirmons haut et fort que nous on veut renverser Paul Biya en 2025. C'est le but, c'est le projet, ce n'est que ça que nous on veut, rien d'autre. Vous avez honte de qui, de quoi, qui vous a interdit? En fait, c'est ça là, le tribalisme d'État. Parce qu'on ne veut pas, on a cette obsession-là que hey, ces gens-là ont le pouvoir économique. Ils vont nous prendre le pouvoir politique, ils vont nommer tous leurs frères et tout, on va se retrouver sans rien. Donc on trouve des moyens coercitifs en amont. C'est le seul domaine où Paul Biya sait faire de la prévention. Quand il fallait prévenir l'éboulement de Tchang, à travers la protection civile, rien. Même maintenant qu'Atanganji a reçu le devoir de s'occuper de cette histoire, dans le budget de la loi des finances de 2025, je suis étonné de voir que 39 milliards sur les 42 milliards vont simplement servir au fonctionnement de l'administration. C'est un truc de fou. Dont 39 milliards vont servir au fonctionnement de l'administration, 3 milliards sur les 42 milliards vont servir aux investissements, 3 milliards. Donc 49 milliards vont acheter les loisirs d'Atanganji, les nouveaux jouets pour ses enfants, les gourdes pour, je sais pas, les bons de carburant, les vestes, les costumes, cravates, les parfums. Mais là où il faudra investir à la protection civile notamment, ah non, il n'y a pas de prévention. Par contre, pour prévenir ceux qui peuvent challenger mon pouvoir, notre cher ami Paul Biya, il est omniprésent, il est très vif là-dedans. Voilà là où quelqu'un a mis toute son énergie en 43 ans, dont les Bamileke se retrouvent à demander pardon que, vraiment, nous, on n'a pas des visées politiques, ne confondez pas, ne prenez pas mal, non, on ne veut pas nous être, on ne veut pas nous la présidence, comme si c'était mauvais, comme si c'était interdit. Donc, je ne sais pas. Est-ce que aux États-Unis, vous avez vu Trump, qui est milliardaire et qui a fait politique, Mitt Romney, qui a challengé Barack Obama en 2012. Il est milliardaire, mais il s'est intéressé à la politique. Donc, notre cher Siaka dit,
Vous ne pouvez pas développer les entreprises du pays si vous n'êtes pas allié au pouvoir. Si j'avais été dans l'opposition, je n'aurais pas hissé l'organisation patronale à son niveau actuel. J'ai donc envie de vous demander, chers frères, qui dit que le MRC n'aime pas la contradiction? Qui a empêché dans les Bamileke de penser librement, en les menaçant de museler leurs activités si ils soutiennent l'opposition? C'est Paul Biya ou c'est Maurice Kamto? C'est que dites-le moi en commentaire, comme ça on va voir qui est violent, comme la sorcellerie vous anime, c'est-à-dire vous avez une violence éclatante sous vos yeux, et vous faites comme si, je sais pas, vous regardez, vos yeux se trouvent au niveau des orteils. Donc, bref. Et c'est le soutien là donc que Joseph Kadi de Foss avait payé en 90. C'est-à-dire, voilà. Même notre ami, le fondateur d'Apar, c'est le Saint-Jamin. Il s'était indigné du fait que, ici c'est les intimidations, mais de manière systématique. Et on les voit sous la forme de redressements fiscaux fantaisistes et punitifs. C'est le Saint-Jamin, le patron d'Apar, qui nous dit cela. Comme quoi, enfin bref, votez Apar. Vous voyez comment Apar, on réfléchit bien à Apar, votez Apar pour 2025. C'est le Saint-Jamin for President. Donc l'observation, elle est très juste. Les redressements fiscaux et voilà. Les réformes, enfin les redressements fiscaux punitifs et fantaisistes, donc qui émanent de l'imagination des pouvoirs publics et qui sont simplement là pour faire regretter à un opérateur économique son soutien à tel parti. Et on vous dit que le MRC n'aime pas la contradiction. Au MRC, tu peux soutenir qui tu veux, le MRC ne va pas te museler, enfin, il va rien se passer. Mais ceux qui musellent viennent t'expliquer que non, le MRC est un parti violent et donc non. Donc, retenez que ce ne sont donc pas les commerçants qui contrôlent le pouvoir au Camer, c'est le pouvoir qui contrôle les commerçants. C'est dans l'autre sens. Parce que le pouvoir au Cameroun n'est pas légaliste, c'est un pouvoir coercitif. Ailleurs, en fait, l'économie fonctionne et l'économie contrôle la politique parce que l'armée n'est pas, c'est plus une armée milicienne. La gendarmerie n'est plus une gendarmerie formée en milice. Ça fait qu'un président ne va pas aller dire soit tu m'obéis, soit tu fais comme j'ai dit, soit alors je t'envoie les forces de l'ordre. Jamais. Pourtant, le Cameroun, lui, c'est vraiment comme la Chine. Bon, la Chine, si tu enlèves le niveau de développement, ça c'est clair. Parce qu'en Chine, vous vous rappelez, le patron d'Alibaba, Jack Ma, il avait été mis au placard pendant des mois et des mois parce qu'il avait il s'était donné un peu certaines libertés. Là, le pouvoir lui a rappelé que mon ami, ici c'est nous qui faisons la pluie et le beau temps. C'est le patron d'Alibaba, l'équivalent chinois d'Amazon, une très grande plateforme de distribution de marchandises. Donc, non, c'est pas la chambre de commerce. Oh voilà, c'est pour ça. Et quand Jack Ma a été libéré, il est revenu à de meilleurs sentiments. Donc ça c'est le Cameroun fonctionne vraiment comme la Chine. Tu enlèves le développement de la Chine, ça te donne le même pays. La Chine au moins elle est développée, ça ne me dérangerait pas de vivre sous Xi Jinping. C'est-à-dire il est 6h12, on arrête. Oh là là, il faut bien continuer. Il est pas 6h12 ici, toi tu as vu 6h12 aussi, il est 5h37 ici, normalement, toutes les heures. Il est 6h, il est 6h, à 12h on arrête. Ah, j'avais mal compris, mince, à 12h, hein. Rassurez-moi, vous n'allez pas me torturer jusqu'à 12h, rassurez-vous, je sais où je vais m'arrêter. Peut-être d'ici 8h, ou avant, parce que la conférence, elle a un plan, et elle a un début, elle a une fin, évidemment. Je vous ai dit, quand je parle à 600 personnes, je structure. C'est important, c'est pas que j'ai la force, c'est que tout travail commence, il faut le terminer, il faut que les gens sortent de là en disant, voici on a fait un vrai live, on a fait un, et ce serait dommage de couper maintenant, je ne pourrais pas le commencer, là où je me suis arrêté, ce serait un peu décousu pour ceux qui vont le prendre en cours, donc mieux je continue avec ceux qui sont avec moi depuis 6h30, depuis 20h30, tant pis pour ceux qui nous retrouvent un peu plus tard, donc voilà. Dans le même ordre d'idées, les exemples de tribalisme d'État, Albert Nzongan nous a raconté comment, en 1997, en prélude aux élections de 1997, il avait reçu 10 millions de francs CFA, qu'un homme d'affaires Bamileke lui avait prêté. Sauf que, et vous allez rire, le fameux homme d'affaires lui a demandé de remettre son argent quand il a découvert que Nzongan ne combattait
plus, enfin, pardon, que Zongo ne combattait pas pour Biya, c'est-à-dire il n'était plus un militant du RDPC ou bien, mais qu'il militait pour son parti qu'il avait créé lui-même, le fameux parti La Dynamique, Dynamique pour la Renaissance nationale. L'homme a dit à Albert Nzongo que Mola, le président, a les yeux et les oreilles partout. C'est d'un témoignage d'Albert Nzongo en personne posé lui la question. Et c'est pour ça que quand vous allez dire que le MRC est violent, nous allons vraiment vous poser la question que mais qui est pacifique alors, le RDPC, celui qui te fait des redressements fiscaux et qui te traumatise même quand tu fais tes courses pour ton militantisme politique, au point où quelqu'un vient te donner de l'argent parce que tu veux mener tes activités politiques, mais quand il découvre que, en fait, non, c'était pas pour Paul Biya. Tu n'es plus militant de Paul Biya, tu es déjà militant perso, tu fais une carrière solide. Hey, Bagmamedo, le père, Bagmamedo. Parce que le président, là, il a les yeux et les oreilles partout. Est-ce que c'est normal? Donc, it's not normal. C'est pas normal du tout. C'est pas normal. Et Albert Nzongo, le même, oui, toujours lui. Albert Nzongo dit que, en fait, bon, vous savez, il est très chambreur et envers les Bamileke, il ne prend pas de gants. Il dit par exemple que les Bamileke sont des champions en matière d'intrigue, que eux, ils ne font pas eux la politique, ils se contentent de plaire au chef juste pour assurer leurs arrières. Et à ce niveau, il a aussi raconté une autre petite histoire, ce qui s'est passé lorsque la mère de Chantal Biya, la mère de Paris Hilton, la mère de la lollipop nationale, Marie-Josée Mbouchang, c'est-à-dire est décédée, vous savez, je crois son mari était de Bango en 2014. Normalement, bref, pour ceux qui pensent donc que nous sommes gentils envers les Bamileke, ou bien non, vous voyez ce qu'Albert Nzongo dit des Bamileke, de l'élite Bamileke, il dit bon, ils aiment faire plaisir au chef, Albert Nzongo dit donc mais le président du Sénat avait lancé un appel à cotisation. Pas parce qu'ils ont besoin d'argent, ça c'est clair, ils ont quand même les caisses publiques à leur disposition, mais parce que il s'agissait de repérer en fait les traîtres, enfin les gens qui étaient un peu trop libres, qui voulaient trop montrer là qu'ils sont plutôt de l'opposition, ils sont voilà. Et Albert Nzongo dit c'était très drôle de voir comment les gars s'alignaient comme des mouches pour se faire, pour se présenter. Et courber les chines devant Marie-Rosette comme pour montrer que bon, nous sommes loyaux au président Paul Biya, ne vous inquiétez pas, voilà. Bref, c'est à ça qu'a été réduit l'homme Bamileke, un statut un peu déshonorant, dégradant, celui qui regarde toujours en bas vers sa calculatrice, celui qui, quand il veut chercher le pouvoir, dès qu'on lui dit tu es Bamileke, ça passe mal, ça sonne mal, donc il se replie, il se cache, non. Moi, je serais Bamileke que ça ne me ferait rien du tout. Et un Bamileke sera président un jour. Parce que un Bamileke est un Camerounais et les Bamileke ont le droit d'être président. Donc voilà, c'est-à-dire cette façon d'introduire que la politique n'est pas une affaire de Bamileke, c'est méchant. Ça, c'est très méchant en fait. Dans leur tête, ils se disent, bon, tu as le pouvoir politique, tu as le pouvoir économique, tu dois laisser le pouvoir politique. Le problème, c'est que, ceux qui ont le pouvoir politique ils n'ont pas été empêchés d'avoir le pouvoir économique aussi. Les Bamileke ou les commerçants ou les hommes d'affaires n'ont pas dit à ceux qui travaillent dans les bureaux, le préfet, le sous-préfet, dans les bureaux en tout cas, ceux qui ont le pouvoir politique, on les a pas empêchés d'avoir des activités en amont. On leur a pas empêché de faire ça, d'avoir quelque chose à côté. C'est eux qui ont peut-être voulu ne rien faire d'autre, ou c'est eux qui ne pouvaient pas faire quelque chose d'autre. Donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est vous-même qui ne faites pas, en plus, c'est vous qui êtes aux affaires. Donc, vous n'avez qu'à profiter du fait que vous pouvez mettre sur pied des lois économiques qui permettent l'épanouissement d'une économie, une économie de marché, une économie qui avance. Au lieu de viser en fait sur le pillage des caisses, quand vous ne visez pas sur le pillage des préfectures, des ambassades, des magasins, bref, c'est voilà, parce que c'est ceux qui sont aux affaires, malheureusement, c'est ce que ils font et c'est dommage. Donc et on les retrouve partout. Parce que faut quand même un besoin de neutralité à ce niveau. Ceux qui volent dans les caisses de l'État, c'est pas les boulots.
Non, c'est toutes les ethnies, les Quechua Cortés, les Ngannou-Messi, les Famandongo, les voilà, on les retrouve partout. C'est l'autre tribu du Cameroun, le gang de Malfra. Maintenant, voilà, ils sont ce qu'ils sont. Ils n'ont jamais eu une préoccupation quelconque pour le peuple et ils se nourrissent de l'idéologie du tribalisme d'État pour museler une partie de la population, même si certains membres de cette communauté se retrouvent au gouvernement. Ils s'en foutent, ils ont fait ce compromis-là. On n'a qu'à éradiquer tous les Bamileke, je m'en fous tant que moi j'ai mon business qui fonctionne. Ils en sont arrivés là. Vous nous dites bonjour le matin alors que nous sommes en train de nous acheminer lentement mais sûrement vers la fin de notre conférence, les gars. Donc, en fait, le fait donc que comment dire, le fait donc que les choses soient ainsi, c'est en fait, bon, ça a pour cause principale le fait que de manière générale, les Bamileke ne sont pas très attirés, ou du moins les hommes d'affaires, depuis que le discours colonial des années 50 et 60, le discours de Jean Lamberton, a désintéressé les Bamileke de la chose politique. Bah, ils se sont, voilà, ça c'est la première cause, ils se sont littéralement désintéressés. C'est-à-dire, il y a un discours qui les a stéréotypés, qui les a cantonnés dans une certaine liga. Et la deuxième chose, c'est bon, l'intimidation, évidemment, celle que subissent vos 30 millions de concitoyens, parce que on n'a pas trop vu des gens venir contester le siège de Biya. Parce qu'il y a certes 300 partis politiques, mais sur 300 partis politiques, il y a 298. Et encore, je suis gentil, peut-être même, c'est-à-dire, il y a des partis politiques, la quasi-totalité des partis politiques sont des structures de dérangement. Je venais seulement déranger, donc je suis là. Mais sinon, voilà, il n'y a pas vraiment de profondeur, donc... c'est aussi ça, l'intimidation, le fait de se dire, mais je crée un petit parti politique qui va mener une fausse activité là, gagner un peu d'argent, être un peu présent, m'amuser un peu, bref, je sais pas. Mais challenger Biya pour de vrai, très peu de gens osent, avec les ennuis que ça comporte, le musellement, la stigmatisation, la propagande, le mensonge. Regardez tout ce que Maurice comme toi a subi. Évidemment, ce n'est pas facile. Donc, voilà. Et voilà donc un peu la réalité camerounaise dans laquelle nous vivons, où il y a deux tribus. La tribu des puissants, de ceux qui mangent bien et sont solidaires entre eux, pour écraser le peuple évidemment. Mais nous, bizarrement, on n'est pas solidaires entre nous pour les renverser. Et d'ailleurs, même entre Bamileke, la solidarité n'est pas tant que ça. Elle est aléatoire. De temps en temps, on peut la constater de temps à autre. On dit jamais 203, notre cher Albert Nzongan, très intéressant ce monsieur, nous a aussi raconté comment, dans les années 90, justement quand il était au RDPC, et alors qu'il voulait s'emparer du littoral, de la section RDPC littoral, il avait lui aussi été soutenu par Kaji de Fosso. Et Kaji de Fosso avait organisé une réunion dans laquelle il avait salué, il était très d'accord avec l'idée que bon, un Bamileke puisse... désormais jouer un grand rôle dans la politique nationale. Donc c'est bien, voilà un Bamileke qui est en train de s'incruster dans le paysage politique, ça ira, ce sera très bien. Mais Albert Nzongan dit qu'au sortir de la réunion, quelques 2, 3, 4, 5 personnes étaient allées trahir à Paul Biya. Et dans le même ordre d'idées, pendant qu'on créait le LACAM, dans les années 92 toujours, qui était dans le fameux espace de réflexion, le fameux espace de travail, pour un peu voir la situation, la place de l'homme Bamileke dans le paysage camerounais. Un nombre relativement faible de Bamileke s'étaient ralliés au mouvement. Les autres étaient plutôt allés dévoiler le projet à Paul Biya. Donc le syndrome de Stockholm induit des choses qui... ça fait mal un peu, ça fait mal. C'est-à-dire des gens qui se rallient du côté de leur bourreau, du côté de l'oppresseur, alors que on doit faire front commun contre... et pourtant le problème de Kamtoven et pourtant le peloton de Kamtoven nous muselé. De quel changement parle-t-il? Toujours les mêmes profils masqués. Taisez-vous là-bas, là, restez tranquille et écoutez la conférence en silence. Je sais pas pourquoi tout le monde se sent obligé d'écrire un commentaire. Quand on n'avait rien à dire, taisez-vous, non? Et laissez les choses se faire. Donc, voilà.
Et c'était un peu pareil quand le LACAM avait été créé. Bon, on avait trahi il y a une structure là qui s'appelle le LACAM et machin. Donc voilà. En réaction à cela, au LACAM espace de réflexion, Joseph Oona, lui, il a créé Essingang. La différence fondamentale était que Essingang, c'était vraiment un espace intellectuel de réflexion actif dans la conservation du pouvoir. Ça n'avait rien à voir avec le LACAM. Le LACAM, en fait, c'est-à-dire, euh, euh, comment dire, c'est je voulais faire une petite différence de lecture entre le fait que dans les sphères comme le truc Essingang, les sphères politiques, le pouvoir, les littéraires, si vous voulez, eux, ils ont, comment dire, ils ont la parole, ils ont, voilà. Eux, ils parlent, et on écoute celui qui parle le mieux, celui qui est le plus diplômé, celui qui a fait les meilleures études, même s'il n'a pas les dos. Or, chez les Bamileke, c'est un peu différent. Ils ont une sorte de culture économique plutôt, et ça génère une sorte de schéma où on va plutôt écouter celui qui a le plus gros porte-monnaie. C'est avec lui qu'on va faire les meilleures affaires. Donc, les Bamileke ont moins été séduits donc aussi par cette considération francophone littéraire, trop littéraire du pouvoir, et ils se sont dit finalement ce n'est pas plus mal, le pouvoir économique. Donc ça relève de tout de tout ce que les gens ont voulu mettre sur pied contre justement ce groupe démographique qu'on a intentionnellement mis au banc de la société, mais relativement, c'est-à-dire voilà. Donc c'est qu'est-ce qu'on peut même dire encore là-dessus? Voyons un peu vos commentaires. Arrête d'interrompre le professeur Wilfried, arrêtez d'interrompre. Mais personne ne m'interrompt, le père. Non, t'en fais pas. En fait, je voulais dire, c'est-à-dire, si vous voulez dénoncer les problèmes du Cameroun, dénoncer les problèmes de manière générale. Là, on est vraiment dans l'analyse. Si vous voulez dénoncer la corruption, remarquez que c'est omniprésent, en fait. Tu gagnes 100 000 francs, tu roules avec une Peugeot luxueuse, une Mercedes 500, sans compter les villages et les petites villas et les trucs superbes que vous avez. Ça, c'est ATB Yene qui disait ça, c'est-à-dire les belles copines, les villages que vous avez construits qui ressemblent pas à Disneyland. Voilà. C'est-à-dire, l'absence de reconnaissance, en fait, ouvre les portes à toutes les magouilles et le tripatouillage. Le fait que, bref, et les voleurs, bon, ATB Yene précise qu'il se retrouve dans toutes les tribus. J'aimais beaucoup ATB Yene, c'était l'un des rares biaïstes lucides. Il dit que non, la corruption n'est pas l'apanage d'une tribu. Vous avez des gens, ils gagnent 100 000, ils roulent carrément en VX. Ils roulent en Mercedes, ils roulent avec des femmes dont les habits doivent forcément coûter très cher. Tu te dis, mais non. Bon, en fait, pour vous dire, en fait, il y a personne qui prend les terres de quelqu'un. Il n'y a pas les bamis quelque part qui prennent les richesses des boulots. Ça, c'est faux. Parce qu'il y a des riches, il y a des pauvres que vous retrouvez partout. Et encore, les terres, même dont vous vous plaignez, bah, vous les achetez, vous les vendez, non? Donc, sauf en cas de sorcellerie, est-ce que je peux aller dans une boutique où on m'a vendu un truc? J'ai fini de consommer, on m'a vendu un biscuit, j'ai fini de manger, je repars voir le boutiquier, je lui dis je veux mon argent. Enfin, ça n'a pas de sens, ça n'a absolument pas de sens. Donc voilà. Et c'est ce que le même Ebossi Boulaga que j'avais cité il y a 1 heure ou 2, le philosophe nous a rappelé quand il dit, lui pour sa part en tout cas, il n'a jamais considéré en fait les Bamileke comme un groupe homogène, genre un monolithe, un groupe qui se ressemble de A à Z et qui fait tout le temps la même chose. Il dit c'est pas un groupe homogène qui possède une politique contraignante au bénéfice de toute une ethnie. Et c'est clair, les élites, c'est pour elles, ou c'est pour eux, si vous voulez. Les chefs, là, tous les milliardaires, c'est pour eux, c'est pas pour vous. C'est-à-dire, il n'y a pas de richesse au bénéfice de la communauté Bamileke, non. C'est-à-dire, parler des Bamileke qui ont le pouvoir économique, c'est en fait se référer à une élite restreinte qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les régions du pays et dans toutes les instances du parti majoritaire, le RDPC. C'est Fabien Ebossi Boulaga qui le dit. Maintenant, il ajoute que les simples d'esprit vont se dépêcher d'aller donc saccager les magasins qui appartiennent aux Bamileke les plus pauvres
Et le plus drôle étant que les victimes en question ne sont soutenues ni indemnisées par une quelconque caisse d'assurance Bamileke. Ça, c'est très vrai. Vous allez saccager, oh, les Bamileke ont le pouvoir, vous laissez les milliardaires, vous laissez les, comment ils s'appellent, Nyanji Fenji, vous laissez les Ngannou Messi, vous laissez tout ce cartel-là et vous allez vous en prendre à Kamdem, qui a son petit commerce là-bas qui lui génère un peu 5 euros par jour. C'est ça que vous allez vandaliser, par exemple. C'est-à-dire, c'est pas fair play. Personne ne va le lui reconstruire et il paye pour des pots qu'il n'a pas cassés pendant que ceux qui vous privent du pouvoir sont ailleurs. Mais par lâcheté, vous êtes incapable de vous en prendre à eux et de leur dire « remettez-nous notre pouvoir, remettez-nous, remettez-nous, remettez-nous. » Remettez-nous ou redistribuez les chances économiques de manière équitable. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire, vous voyez pas la vraie origine de leur problème. C'est ce qu'ils dénoncent en fait, Fabien et Boussi. Quand tu leur dis dressons-nous contre le système, c'est maintenant toi qui deviens la menace et non le système en lui-même. Le fameux paradigme du syndrome de Stockholm. Donc c'est aussi simple que ça. Et voilà. Pour parce que il a parlé tout à l'heure des simples d'esprit, Seigneur. On va citer quelques simples d'esprit ici tout à l'heure. Mais avant d'arriver au simple d'esprit, j'avais aussi pris une petite analyse de. Je reviens en fait sur ce que sur ce que j'avais échangé avec vous la première fois que je parlais de ça. Il y a des choses qui ne se laissent pas. Nous avons l'écrivain économiste Etonga Mangele, qui justement entraînait Daniel Etonga Mangele, qui avait de très bonnes relations avec la Chambre de commerce. En 2017, il avait écrit un livre intitulé « D'où vient l'argent des Blancs ?» Et justement, lui, il n'a pas écrit « D'où vient l'argent des Bamileke ?» parce que ceux qui ont l'argent au Cameroun, c'est les Blancs. C'est-à-dire Eneyo, toutes les grandes structures du Cameroun, là, c'est soit les Européens, soit les Asiatiques. Et c'est pour ça que ceux qui connaissent un peu comment les choses se passent ne vont pas se laisser piéger par vos considérations de chambre de commerce ou de je ne sais quoi. Il dit d'où vient l'argent des Blancs. Je vais vous dire un peu de quoi parle son livre. Là-bas dedans, il dit, il décrit un peu la sociologie de la situation en disant que il y a une sorte de gêne, la même gêne en fait que les gens nourrissent à l'égard des Juifs. Oui, il fait cette analogie-là, pas dans le sens de Jean de Dieu Momo qui discriminait, non, il dit voilà, on nourrit envers le peuple Bamileke une méfiance qu'on nourrit à l'égard des Juifs parce qu'on dit, ils sont puissants, ils sont si, ils peuvent nous menacer, ils peuvent nous mettre à mal, et voilà. Donc voilà, et est-ce que j'ai besoin de vous rappeler justement les sorties des Sombabangono ou de Jean de Dieu Momo précisément dans Ibrahim Chérif? En fait, comme on dit, j'aime bien ces analogies parce que ça montre à quel point on a parlé des faits depuis le début. Depuis le début. Quand Etonga Mangele dit que les Bamileke, on les voit un peu comme des Juifs et on a peur d'eux, c'est pas faux. C'est matérialisé par les militants du RDPC qui comparent les Bamileke aux Juifs en disant Dieu les a donc exterminés comme ils dérangeaient. Voilà le tribalisme décomplexé qu'on a à la télé. Et quand Mangele décrit dans la gêne, il dit que les tontines, par exemple, que les Bamileke ont organisées aident à nourrir le soupçon d'une indépendance économique, c'est-à-dire, ce qui fait qu'il faut les empêcher de détenir le pouvoir politique aussi. C'est également, tu fais un dialogue en nommant les absents, c'est très lâche. Ah, ok. Abdel, vraiment, c'est, tais-toi là-bas, là. En nommant les absents, c'est très lâche. Tu comprends même pas ce que je suis en train de dire, tu parles pour ne rien dire. Faites attention à vos commentaires, si le hasard me trouve dessus, moi je bloque, je n'ai plus la patience que j'avais au départ, la gentillesse, parce qu'aujourd'hui on a un carrefour de notre histoire, les gens utilisent le tribalisme pour faire le mal autour d'eux. Donc voilà, il faut qu'on avance dans cette conférence, il faut que d'ici 7 heures, on ait terminé quand même. Vous devez aller dormir, n'est-ce pas, lundi matin. Donc voilà, comment dire, comme je disais, on a beaucoup parlé de réalité. Ce que les constats qu'on fait à chaque fois, vous voyez, ils sont étayés par des exemples concrets, ils sont étayés par des choses qu'on peut observer dans les faits. Donc, celui à qui ça ne plaît pas, comme notre ami qui vient de parler tout à l'heure, il n'a qu'à apporter ses contrefaits et ou éventuellement il fait sa propre conférence et on voit. Moi, je n'ai rien contre. Donc, en fait, et monsieur Mangele dit donc le constat, cette histoire a généré un état d'esprit
inconscient mais présent et qui est très gênant, embarrassant. C'est-à-dire, ceux qui détiennent le pouvoir politique ne doivent pas détenir le pouvoir économique. C'est, voilà. Mais moi, j'aime bien la conclusion qu'il apporte à la fin. Il dit, je souhaite voir les bonnes personnes au bon endroit, quelles que soient les origines. La différence entre les tribalistes et ce genre de réflexion, c'est que le tribaliste, lui, il ne veut pas voir les bonnes personnes au bon endroit. Ça ne l'intéresse pas. Il veut voir son frère du village, quel que soit le level de médiocrité de son frère du village. Tout ce que vous lui racontez là, c'est pas son problème. Paul Biya est au pouvoir, c'est mon frère du village, c'est ce qui est important. On n'a pas goudronné la route qui mène chez moi. Et alors, je m'en fous. Un Bamileke ne sera jamais président. Voilà le raisonnement des tribalistes d'État. Donc, non, le live n'est pas menacé. Pourquoi tu dis que le live est menacé, cher frère? Non, le live n'est pas menacé, il fonctionne. Il fonctionne, les gens l'écoutent toujours, nous sommes toujours 550. Le nombre n'a quasiment pas diminué depuis presque 10 heures. Je sais, on va faire le compte des heures après. Donc voilà, et c'est une bonne conclusion. Il dit, et c'est une réflexion à avoir, il dit bien, si les hommes d'affaires qui ont réussi peuvent permettre de prospérer, pourquoi pas? Mais justement, parce que imaginez, vous dites que quelqu'un a vous dites que quelqu'un a le pouvoir économique et qu'il a réussi, il est devenu milliardaire, mais raison de plus pour lui confier l'État. Vous ne pouvez pas dire en même temps que tel ne travaille pas, il n'a jamais travaillé, on peut pas lui confier l'État. Et en même temps, celui qui a travaillé, vous lui dites que non, il a déjà le pouvoir économique. Maintenant, celui qui a travaillé dans le gouvernement, vous dites que non, il a travaillé avec le gouvernement. C'est quoi? En fait, c'est quoi? S'il avait travaillé chez les Blancs et n'était pas venu au pays, vous aurez dit, ah, lui, il a travaillé chez les Blancs, il connaît quoi de l'Afrique? En fait, le tribalisme est voilé sur des excuses absurdes. Tout ça parce qu'ils ne veulent pas que, bon, un Bamileke ne soit président, un Bamileke ne doit pas avoir le pouvoir, c'est-à-dire l'animation, ce qui anime en fait leur esprit, c'est ça là. Une simple, une banale et pure haine tribale pour rien. Parce que la fierté d'avoir un frère du village au pouvoir est supérieure à la construction d'une infrastructure dans le pays. Donc c'est ça qu'on ne comprend pas. Vous critiquez ceux qui n'ont jamais travaillé, vous critiquez ceux qui ont travaillé au gouvernement, vous critiquez ceux qui, enfin, c'est-à-dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si quelqu'un qui a accompli dans les affaires, si quelqu'un qui a tout accompli dans les affaires arrive, et que vous refusez, bah, ça n'a pas de sens. Vous dites qu'il a déjà l'argent, mais quand il venait, si quelqu'un qui n'avait pas l'argent venait, vous auriez dit, bon, la politique n'est pas un métier, ne vient pas t'enrichir. Si on ne fait pas la politique quand on a faim, en fait, vous ne savez pas ce que vous dénoncez, ce que vous critiquez. Et au final, si quelqu'un avait été au gouvernement, vous dites il a servi la sardine. S'il a travaillé pour une ONG, vous dites c'est un pion des blancs. S'il n'a jamais travaillé, vous dites que celui-ci peut gérer un pays. S'il a travaillé, enfin, c'est diffus, c'est pour rien que pour. En fait, le souci est ailleurs. En fait, vous avez, c'est-à-dire, vous voulez un groupe à voir son fils, son frère, en tout cas le fils du terroir, le rejeton de la tribu, à la tête de l'État, en dépit de la misère que la majorité des personnes vivent. Quel que soit l'état de décrépitude de l'économie, de l'infrastructure routière sanitaire, notre frère a le pouvoir, c'est l'essentiel. Et c'est d'ailleurs pour ça que, c'est pour cette considération idiote que Monsieur Fabien Eboussi Boulaga les appelle des simples d'esprit. Et on va citer quelques simples d'esprit parce qu'on ne peut pas finir cette conférence sans citer nos fameux simples d'esprit. Rassurez-vous, il y en a, le Cameroun n'en manque pas. Le premier simple d'esprit ici, c'est, Seigneur, quand je vous parle des prostituées qui prennent le trottoir. Récemment, on a vu beaucoup Parfait ici s'agiter sur ces chaînes Info TV, les chaînes où on a dit que nous on ne partirait plus. C'est-à-dire, on était en 2023, le 25 avril. Parfait ici, il avait une émission, il a ouvert une émission qui avait pour thème tribalisme et discours haineux. Que faire pour éviter le pire? Et c'est là où l'une des personnes qui intervenait du nom de Bernard Basson, lui il est certainement Basson, certaines personnes veulent, c'est ce que Bernard Basson lui nous dit, qu'il y a des gens qui veulent exercer le pouvoir de l'argent, et je parle des Bamileke, ils se croient tout permis, eux, ils peuvent tout dire de tout le monde, mais on ne doit rien dire contre eux.
Je ne sais pas ce que les Bamileke ont fait à notre frère Basson. Lui seul, il peut répondre à cette question. Il vient en pleine émission, il a ses problèmes à lui, il a ses frustrations personnelles. Il vient mettre ça devant la caméra. Et c'est ça le tribalisme d'État, hein, c'est-à-dire la stigmatisation d'une ethnie de manière décomplexée. Il ajoute, et c'est pas fini, hein, c'est très méchant ce qu'il va dire. Les Bamileke sont les plus riches du Cameroun en termes pécuniaires. Il faut stopper cette propagation. La propagation, c'est le virus, le peur. C'est vraiment la question qu'il faut lui poser. Tu parles d'être humain en parlant de propagation. Qu'est-ce qui se propage en fait? Les Bamileke, enfin, c'était incompréhensible. Et je dis, on était le 25 avril 2023. La veille de mon anniversaire. Heureusement qu'il n'a pas souillé mon anniversaire avec ça, là. Il ne s'arrête pas là. Il dit, si les Bamileke sont riches, enfin, comment dire? Il dit que comme les Bamileke sont les plus riches, il faut stopper cette propagation. Moi, j'ai envie de lui demander, mais la partie, ils t'ont empêché d'être riche. Et à quel niveau, en fait? Ils ont volé chez toi, est-ce qu'ils ont entrepris, est-ce que tu es allé les voir pour leur demander qu'est-ce que vous avez fait? Et ils t'ont dit et ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est assez incompréhensible. Voilà les vraies questions, en fait, qu'ils devaient se poser. Parce que, le voilà à la télévision en train d'insulter les Bamileke. Peut-être qu'au même moment, ils sont en train de souder les héros, de porter les bidons d'eau, les bidons de machin pour se faire un peu d'argent. Lui, il est en train de ravaler sa frustration quelque part où, voilà, où ça ne rapporte pas l'argent que les autres ont qu'il va jalouser plus tard. C'est de là que vient la différence de richesse entre les uns et les autres. Et le patron du CED, Galax et Toga dans la foulée, avait annoncé que les commandants de gendarmes des 10 régions du Cameroun allaient désormais arrêter toute personne qui seront coupables d'apologie à la haine tribale. Mais moi, j'ai pas vu Bernard Basson aller répondre de ses actes chez un tribunal, dans un tribunal. Hein. J'ai pas vu Famandongo aller en prison, ou alors la loi de Galax et Toga n'est pas rétroactive. J'ai pas, enfin, en tout cas, la loi sur le tribalisme ne date pas de 2023. C'est l'article 241. C'est la loi numéro 219/020 du 24 décembre 2019 du Code pénal qui complétait la loi de 2016. Dans son article 241, le tribalisme est sévèrement puni. Tout simplement. Donc, incompréhensible. Et c'est pour ça que Maurice Kamto a dit, c'était le 8 avril de l'année dernière sur Twitter, le tribalisme est le cancer d'une nation. La cellule familiale est le premier endroit où l'on doit apprendre à nos enfants à ne pas contracter cette maladie mortelle. Vous dites que Maurice Kamto est tribaliste, le voilà qui dit que à partir de la famille, on doit bien former nos enfants à ne pas contracter cette maladie mortelle. Vous êtes là, vous enseignez à vos enfants. Les Bamileke ont vendu le combat de l'UPC. Pendant que d'autres enseignent le vivre ensemble, vous détruisez leur combat parce que vous enseignez la haine. Et c'est vous qui dites que Maurice Kamto est tribaliste. C'est terrible. Ah, tu veux que je répète la phrase, hein? Le tribalisme est le cancer d'une nation. La cellule familiale est le premier endroit où l'on doit apprendre à nos enfants à ne pas contracter cette maladie mortelle. L'État doit la combattre avec la même détermination qu'il doit faire face à toute menace existentielle. La société doit s'accorder à la considérer comme une contre-valeur rejetée collectivement. Regardez comment c'est beau. Le tribalisme est une contre-valeur qu'on doit rejeter collectivement. C'est ce que Maurice Kamto a écrit sur X. On était le 8 avril 2024. Pendant que lui, il était sur X en train d'écrire, vous étiez en train de regarder du X, dont chacun avait sa préoccupation, son programme de la journée. Les tribalistes regardaient du X, Maurice Kamto écrivait sur X et incitait à ne plus propager le tribalisme. La phrase est très belle. Essayez de trouver une citation d'Elimbi Lobé d'une telle qualité. Si c'était Elimbi Lobé, tu allais entendre, il allait dire à monsieur Basson, oui, tu as raison, les Bamileke qui sont à doigt là. C'est tout ce que lui, il allait produire comme saleté, parce que c'est tout ce qu'il a su faire depuis le début, il ne fait que ça. Donc, et justement, le deuxième simple d'esprit que nous allons évoquer ici, c'est Elimbi Lobé. Là, on était sur B-News, on est en février 2021. Vous voyez que je cite des noms, des références. Si vous nous dites que oui, on m'a ainsi insulté de tribalé, donnez-moi les noms et les références pour que je puisse aller trouver, arrêter le Congo ça.
On prend le temps d'aller trouver, on prend le temps de consigner, d'enregistrer les propos tribalistes que les gens disent. Ça fait que quand on vous les ressort, c'est incontestable. C'est pour ça qu'à part les faux profils, les gens s'en sortent difficilement sur cette plateforme TikTok. Monsieur Elimbi Lobe nous dit donc en février 2021, il était chez son ami Obama. Il dit, mes frères de l'Ouest, vous êtes têtus et ça devient un comportement de groupe de transgresser toutes les règles. Mamma mia. C'est-à-dire, ce sont les frères de l'Ouest qui transgressent les règles. Hein. Paul Biya, lui, il respecte toutes les règles. Atangna Clément a respecté toutes les règles du Conseil constitutionnel, notamment l'article, l'article 5 alinéa 1 sur l'indépendance du Conseil constitutionnel. Ils ont respecté l'article 8 sur le cumul des fonctions avec Adolphe Minkwash, qui a 50 000 fonctions alors qu'il est président du Conseil constitutionnel, ou encore les Lekene Donfak et les Joseph Oonaki qu'on retrouve au comité central du RDPC alors qu'ils sont membres du Conseil constitutionnel contre la loi, ou encore, je sais pas, Eric Essosé, il a respecté donc c'est les Bamileke qui sont têtus. Incroyable. Eric Essosé a violé l'article 80 de la loi électorale, l'article 78, l'article 48, l'article 74, l'article 5, enfin, il n'a pas violé quel article, même, c'est-à-dire, c'est terrible. Mais selon Elimbi Lobe, ce sont les Bamileke qui font le désordre et qui ne respectent pas la loi. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Il continue en disant toujours sur BNews, hein, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos Bamileke comprennent que s'ils avaient les habitudes de 1600, il faudrait qu'on renonce. 1600, je vous ai dit au début de la conférence ici que c'était l'année où Sylvanus Olympio, Giordano Bruno a été brûlé au bûcher parce qu'il avait une opinion contraire. Il disait que la Terre tourne autour du Soleil, et comme le monde était baigné dans l'obscurantisme, on ne le laissait pas dire ce qu'il pense, on voulait le brûler, parce qu'on voulait toujours croire aux sciences occultes et tout. Et Elimbi Lobe nous dit donc que les Bamileke sont restés prisonniers de l'année 1600. L'article 241 va s'appliquer sur ce type avec tranquillité quand le MRC va prendre le pouvoir. Ce n'est pas possible qu'un individu comme ça passe à la télé. Il dit, même si on met Kamto au pouvoir, c'est le même jour, hein, même si on met Kamto au pouvoir, vous allez continuer à avoir les mêmes comportements de transgression systématique, le désordre urbain qu'il y a Douala. C'est la première fois où j'ai vu Ernest Obama faire c'est-à-dire un petit semblant de lucidité. Obama lui dit, mais, je ne vois pas le lien avec Kamto. Mais l'autre, il insiste, c'est-à-dire, il dit, la débrouillardise, l'idée que pour gagner mon pain, il faut que je transgresse la loi parce que gagner le pain est plus important. Et Onan Guiné était là dans cette émission, il écoutait religieusement, comme si une femme était en train de lui raconter le numéro qu'elle va lui faire quand ils vont retourner à la maison. C'est-à-dire, c'était absolument lamentable. Il ne disait rien. Docteur en droit, docteur en sciences politiques, bref, qui est censé protéger l'état de droit. Un petit tribaliste compulsif à côté de lui, il est tranquille, ça lui plaît même tout ce qu'il entend là. C'est-à-dire, le pays, non, oh là 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 là. Et Obama va revenir, je vous ai dit ce jour-là, Obama m'avait surpris. Obama lui dit, mais l'incivisme, c'est pas l'apanage d'une tribu en fait. Mais lui, il continue, et Dieu sait qu'Obama n'est pas un saint. Obama, c'est le sorcier qui avait dit que les blessures de Michel Ndoki, c'était des tatouages, et qui avait laissé entendre que le sida pouvait se transmettre par les pores, les orifices de la peau, bref. Mais il dit quand même à Elimbi Lobe que non, c'est pas l'apanage d'une tribu, l'incivisme. Et Elimbi Lobe dit, c'est ce qu'on dit pour noyer la responsabilité collective. En fait, il insiste, dans une longue tirade de plusieurs minutes, il ne fait qu'insister que non, le tribalisme, l'incivisme à Douala, ce sont les Bamileke. On a demandé à Gagnon Djoumessi, on a demandé aux gens de faire des pénétrants, de faire des stades, de finir. Tout ce qu'on leur a demandé de finir, rien du tout. Rien du tout. Ils sont incapables de construire un monument à Douala qui ressemble à quelque chose. Il y a le neveu de Satan qui est là à Daïdo au niveau du rond-point. Voilà le monument phare de la ville de Douala. C'est-à-dire, bref, rien contre l'artiste, mais quand même. Donc, voilà.
Et à la fin, il dit carrément, oh, Elimbi, c'est quand même lamentable, hein. Et Onan Guinée regarde tout ça. Elimbi Lobé parle par la suite du fait d'enterrer les corps dans les maisons. On lui fait comprendre que le père, ça n'a rien à voir. Mais il dit, je peux multiplier les exemples. Il faut dire à Elimbi Lobé que même chez nous, les Étones à Bachenga, même chez nous, on enterre les corps dans les maisons. On enterre les corps, on n'a pas de cimetière en Afrique. Vous, si vous venez un jour à Bachenga, genre dans 100 ans, vous voulez construire une nouvelle ville, vous allez y déterrer des corps, mais tout le temps. Parce que nous, on enterre les corps devant... Quelqu'un meurt, on l'enterre là devant la maison, c'est comme ça que ça fonctionne. Que ce soit dedans, dehors, c'est dans la maison, c'est-à-dire c'est juste là devant, ça change quoi? Que ce soit dans la maison, dans le... Quand ce sont les Européens, vous allez voir les reliques, vous appelez ça les reliques. Vous allez au Vatican, j'ai vu la relique de Padre Pio, j'ai vu la relique de Bernadette à Nevers, vous l'appelez Sainte Bernadette, où elle est devenue sainte par décision de qui? Je ne sais pas. Mais quand c'est vos ancêtres, ça devient problématique. Voilà les Européens qui ont vu comment les Égyptiens gardaient les sarcophages, ils ont exposé dans leur musée, ça leur a fait de l'argent. Pour les Égyptiens, c'était sacré. D'où sort-il dans la tête des Africains aujourd'hui que on ne peut pas sacraliser nos ancêtres? C'est des gens qui avaient une valeur, une importance pour nous. Traditionnellement, les Africains, même les Grassfield d'aujourd'hui, étaient imprégnés de cette culture de momification et d'embaumement. J'ai lu ça dans le livre de Nwambe Siake, le culte des ancêtres chez les Bamileke, où on disait que c'est le fait de fuir l'ennemi, de fuir les assaillants, et la difficulté de transporter les corps qui, au fil des années, a conduit les gens à s'habituer à simplement prendre la tête. Et donc même quand on s'est sédentarisé, l'habitude est restée et c'est la tête qu'on conserve principalement quand on parle des crânes des défunts. C'est la tradition, c'est comme ça. Il faut aimer ça, c'est notre authenticité. Il n'y a pas de on enterre les corps dans l'air, on enterre les corps ou dans le ciel. Lui il pense qu'on va l'enterrer ou s'il veut qu'on le jette dans la mer, on va le jeter. Hein. On brûle comme les blancs font souvent, on brûle, on garde la poudre. Et ou alors on dissémine les cendres dans la mer, comme ça, voilà. Peut-être ça lui va comme ça, mais on n'a pas envie d'infester l'eau de mer avec ses cendres. Bon, mais pour le tribalisme, les gens sont prêts à tout, c'est-à-dire à tout, à tout, à tout. Rien que pour, comment dire, rien que pour, rien que pour stigmatiser une autre tribu. C'est horrible. On a beau lui dire, il dit, je peux multiplier les exemples caractéristiques, c'est-à-dire les exemples caractéristiques, il dit des exemples de caractéristiques inciviques d'une communauté. Ici, le désordre urbain qu'il y a là, le marché central de Douala, ce ne sont pas les boulots qui font ça. C'est vrai que chez les boulots, c'est-à-dire, chez les boulots, c'est le paradis. Quand tu vas à Mayo, ah, vraiment, ouh là 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 là, c'est le ciel. Chez nos amis Yewondo, enfin, Yaoundé qui n'appartient pour Bamileke, c'est très propre. Mayo, c'est très propre. À Konolinga, Balmayo, c'est très propre. Il y a que Bafoussam qui est sale, là. Il y a que, voilà, c'est à l'ouest que c'est sale, mais chez les autres, là, c'est hyper propre. En fait, la folie pure et simple, la folie. Donc, l'article 241 de la loi du 24 décembre 2019 punit de 1 à 2 ans, il faut que ce soit clair, et de 300 000 à 1 million de francs CFA, celui qui, par quelque moyen que ce soit, tient des discours de haine ou procède à des appels à la violence contre des personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique. Ça, c'est l'article 1. L'article 2 de cette loi 241, c'est même en cas de circonstances atténuantes, la peine de prison ne peut pas être inférieure à 3 mois. Donc tu vas quand même faire 3 mois de prison et tu vas payer 200 000 francs. Ça c'est le mécanisme de l'effet dissuasif. Tu vas réfléchir par 2 fois avant de recommencer la prochaine film de telle bêtise, insulter les ennemis sur la base de tes propres cauchemars, de tes propres hallucinations. Et l'article 3, lui, il est bien méchant. Il dit, si le coupable est un fonctionnaire, un responsable de médias ou un parti politique ou un responsable religieux, la peine, elle est d'autant plus grande. C'est le cas de Elimbi Lobé, par exemple. C'est-à-dire si ils seraient tombés sur le coup d'une sanction plus élevée. Parce que c'est des gens qui sont censés éduquer les populations. Et Onan Guinée était là, il regardait, il ne disait rien pendant tous les délires de Elimbi Lobé, c'est-à-dire les simples d'esprit, comme on dit, les simples d'esprit. C'est terrible. Donc, c'est-à-dire, ne vous énervez pas si il y a des Bamileke, il y a Douala. C'est ça le concept de capitale. Vous mettez la capitale économique quelque part, les gens vont venir. Soyez même plutôt heureux que vous soyez la capitale économique.
Vous êtes une capitale économique où les gens ne doivent pas venir vous rendre visite, enfin, ou venir faire les affaires là-bas. C'est quel type de capitale, ça? L'essence même d'une capitale, c'est de recevoir une activité économique intense. C'est ça, en fait. Donc, aucune loi ne dit que tu dois être d'une région X pour être maire ou pour... non, c'est pas comme ça. Il faut apprendre à vivre la République. Il faut apprendre cela. Il faut apprendre à vivre la République. Il faut apprendre cela. Il faut apprendre à vivre la République. Il faut apprendre cela. Il faut apprendre à vivre la République. Il faut apprendre cela. Il faut apprendre à vivre la République. Il faut apprendre cela. Ah oui, nous avons encore été coupés. Rassurez-vous, c'est la dernière ligne droite. Nous allons finir à 7 heures. Ça, c'est sûr et certain. C'est parce que vos réservoirs de cadeaux sont finis. Du coup, le live était moins sécurisé et forcément, les problèmes ont recommencé. Ça faisait un bail où peut-être les biaïstes se sont réveillés à nouveau parce qu'ils étaient allés dormir. Et ils sont revenus avec leur perfidie signalée parce que on leur a quand même mené la vie dure pendant toute la soirée. Donc voilà. En tout cas, ce n'est plus très long. On finira à 7 heures, donc dans 3/4 d'heure, je pense, oui. Je crois. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. La finalité, en fait, au Cameroun, même dans cette histoire du tribal, enfin, ce que nous voulons au Cameroun, c'est le redressement économique. C'est ça qui est dans le programme du MRC, le redressement économique du pays. Le redressement économique va permettre de mettre fin à vos désirs d'équilibre régional. Parce que l'équilibre régional vient du fait que les gens veulent avoir aussi une place au soleil vu la faible offre par rapport à la forte demande. Or, si tu crées la demande, les gens ne vont plus chercher seulement les postes, les gens vont vouloir être présents dans les structures économiques. C'est le cas en Allemagne où tu es politicien, on s'en fout un peu de toi, on se moque un peu de toi. C'est l'industriel. Je vous prends l'exemple de monsieur Markus Zussmann, qui est le patron de Audi. En 2021, cet homme a touché 1 420 000 euros, c'est-à-dire à la fin de l'année, voilà. C'est 1000 fois supérieur à ce que peut toucher la chancelière, c'est beaucoup. C'est-à-dire, vous avez, je sais pas, en France, chez Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, son groupe LVMH a une capitalisation boursière de 326 milliards d'euros, dont la capitalisation boursière de LVMH, une entreprise privée, est 10 fois plus riche que tout le PIB du Cameroun, pas le budget, le PIB, dont la quantité de richesse produite par le Cameroun en 2024 était 10 fois plus faible, à peu près, 10 fois plus faible que le PIB enfin que le chiffre d'affaires de LVMH, Louis Vuitton, Moet et Hennessy. Ça vous donne un peu une idée de la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est normal avec une si faible activité que tout le monde veuille être à la fonction publique. N'envoyez pas des invitations, les amis, s'il vous plaît. Et si on a un mot de conférence, vous savez, quand j'organise une conférence interactive, je le dis, c'est questions-réponses. Là, le thème, c'est les origines du tribalisme au Cameroun. Donc voilà. Rassurez-vous, je vais le faire au courant de la semaine et vous aurez la possibilité d'intervenir. Donc, c'est-à-dire, j'avais lu dans un article de Bild Zeitung, les débutants chez Audi touchent un départ de salaire de 2398 euros. C'est énorme. Donc, quand il y a une économie, quand le pays a un tissu industriel viable comme l'Allemagne, qui s'intéresse à la politique? Très peu, les gens ne veulent pas, enfin, les gens vont voter, c'est qu'ils sont éduqués politiquement, mais il y a personne là qui veut être politicien, la preuve c'est les mêmes qu'on prend et on recommence. Comme avec Olaf Scholz et Friedrich Merz qui se sont affrontés lors des élections qui se sont passées justement aujourd'hui, le 23 février. Donc voilà, c'est ça en fait. Vous avez considéré le pays comme le gâteau national,
vous dénoncez, enfin, là, je reprends une analyse de Chanda Tonme dans une adresse à Jeune Afrique, c'était en 2008, où il disait que bon, donnez-moi les Bamileke et moi je transforme le Khmer en grande puissance. Il dit par exemple que l'un des dangers de l'équilibre régional, enfin, il montre un peu l'un des dangers de l'équilibre régional. Il dit le concours d'entrée, par exemple, en quatrième année à l'école normale, est supprimé et remplacé par l'étude du dossier. L'étude du dossier, Seigneur. Ça veut dire que tu dois mouiller la barbe du chef si le whisky du chef si tu veux que ton dossier passe. Le concours, normalement, si au mérite le plus fort passe, même si tous les plus forts viennent de la même région, s'ils ont été les plus forts, ben ils passent. Et c'est la vie. Mais voilà, pour quand même s'assurer que ces gens-là ne vont pas nous envahir. On fait maintenant des études de dossier, on peut mieux contrôler les noyem, combien de Camdem, combien de Foku ici, combien de Ténéfac, combien de Ténésop, combien de Camching, combien, voilà. Là, comme ça, on a bien mesuré, on sait qui va partir, qui on va recaler, qui on va, etc. Bon. C'était un peu compliqué. Ce n'est pas, c'est-à-dire, les étudiants avaient critiqué justement cette initiative. Des étudiants issus de la région de l'Ouest notamment, ils avaient adressé une lettre à Paul Biya. Et dans la lettre, ils ne disaient pas qu'on doit les favoriser et qu'on doit les mettre en avant, non. Ils ont simplement dit on doit laisser les concours tels quels. Comme ça, le meilleur gagne. Et on a eu un certain Edouard Kingé qui les a traités de nazis, de fascistes, des gens qui veulent tout pour eux seuls. On dit qu'on veut le concours. Je veux tout pour moi seul. Comment? Je veux qu'on lance le concours. Si je suis meilleur au concours, ben, je mérite. Si tu es meilleur, ben, ce sera toi. Comment je veux tout pour moi seul? Donc tu es déjà sûr d'échouer, en fait. C'est amusant, ces histoires. C'est très amusant. Et que les Bamileke veulent tout pour eux seuls. Ils sont des nazis, des fascistes, parce que des gens ont voulu qu'on revienne au concours comme avant. Donc ça devient, en fait, tout devient une sorte de gâteau national. On n'est pas là pour servir le pays, on est là pour voir là où on peut se remplir l'estomac. C'est triste. C'est l'attitude là donc qui sous-tend un peu la haine qu'on a aujourd'hui envers la communauté Bamileke. On estime que comme Maurice Kamto et Bamileke, c'est lui qui veut empêcher le socle granitique de conserver le pouvoir. Et là, c'est hors de question. C'est pour ça donc vous voyez que le tribalisme d'État est orienté principalement par sur les Bamileke. C'est la raison pour laquelle on est dans cette histoire aujourd'hui. Donc, voilà. Et merci à ceux qui sont toujours là. On aura fini à 7 heures approximativement. Donc voilà, c'est ça là. On dénonce. Et monsieur... Chanda Tonme, je pense que c'est lui qui disait ça également, que vous dénoncez les Bamileke en fait dans les commerces, mais vous ne dénoncez pas ceux qui ferment les boutiques, ceux qui ferment les fameux commerces, dont les préfets, les sous-préfets, les agents de gendarmerie, les machins, les collecteurs d'impôts, les régisseurs de prison, ceux qui contrôlent les prix, ceux qui... En fait, ils ne sont pas Bamileke pour la plupart. Or, l'argent également est là-bas. La gendarmerie, la police, le commandant, le général, la plupart ne sont pas Bamileke, une infime partie d'ailleurs. Or, l'argent est là-bas. Et quand vous regardez même la répartition du truc, regardez un peu... Permets-nous de quitter la salle. Bon, on va bientôt quitter la salle. On finit à 7 heures. Donc, c'est même à cause de vous. Vous avez laissé que les billettistes qui viennent de se réveiller coupent la conférence à nouveau. En fait, qu'est-ce que je voulais dire? Quand vous prenez la région du Sud, vous avez 22 000 citoyens, un député pour 22 000 citoyens. Donc la densité, elle est très forte. Alors que dans la région du littoral, comment dire, dans la région du littoral, dans la région aussi de l'ouest ou encore dans le nord-ouest, vous avez carrément un député pour 100 000 citoyens, 100 000. Dans la région du sud, qui n'est pas très peuplée, mais qui est très grande, enfin qui n'est pas très peuplée en comparaison de certaines, a un nombre de députés incroyablement élevé. Donc, s'il faut parler même d'équilibre, de ceux qui discriminent, ce n'est pas les Bamileke, c'est le socle granitique de Paul Biya, comme souvent. Et c'est donc à Paul Biya qu'il faut d'abord poser la question comment ça se fait que
à rien, cher ami William, les députés, je suis d'accord avec toi. En tout cas, aujourd'hui, j'ai pas trop l'impression qu'ils servent à quelque chose. Donc voilà, ça c'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est-à-dire Paul Biya a absolument tout mis sur... bref, il a mis ses cousins, ses frères, machin, et il a quand même aussi l'exploit de vous dire que c'est Maurice Kamto qui a mis ses frères et ses cousins, et que c'est à eux, c'est lui qui doit rendre des comptes d'un truc qu'il n'a même pas encore fait. On le soupçonne qu'il va mettre ses frères et ses cousins, et il doit s'excuser de faire cela. Bref, nous avons mon ami politique, maître Amédée Politique, Amédée Dimitri, pardon, avait cette analyse politique aussi que j'avais beaucoup aimée, quand il fait constater que l'égalité des droits et des devoirs peut varier d'une région à une autre. Et aujourd'hui, on est en plein dedans, parce que quand vous voyez Meyo, vous voyez que l'encadrement des manifestations meurtrières par les forces de l'ordre est un paradoxe énorme avec ce qu'on a ailleurs dans le pays, où des gens manifestent pacifiquement et on les met en prison. Ailleurs, des gens exécutent, assassinent, on ne leur fait rien. Vous avez à l'image comme ça un animal du nom de Zambo Evina qui se vantait et qui décrit le plaisir qu'il a de charcuter la chair humaine, et voilà. Déjà que, comme je le dis, je soutiens par exemple l'observation de Maître Toko quand il fustige les termes allogènes et autochtones, des termes qui doivent disparaître dans la Constitution. Maître Dimitri dit qu'à un moment donné, il faudra décider si on est un pays ou si on est juste un conglomérat d'États tribalo sécessionnistes. En tout cas, on est déjà au Cameroun, moi je le dis, je n'arrête pas de le dire, l'État sécessionniste du Sud. Nous sommes, en fait, je confirme avec lui que nous sommes dans un apartheid ethnique et social, c'est tout simplement ça. Et c'est ça qui est compris dans la loi, allogène et autochtone, c'est un apartheid, parce qu'on a déjà créé une division dans la Constitution. Comment on a pu mettre des choses comme ça dans la loi fondamentale du pays? La loi qui est censée créer le vivre ensemble, c'est la loi là qui a disloqué carrément le vivre ensemble. Et voilà, quand il prend l'exemple sur la crise anglophone, il déplore, par exemple, comme on l'a fait à maintes reprises, les silences les silences et l'inaction d'Atanganji, bref, du gouvernement, lors de toutes ces dérives d'appel à la haine. On va dératiser la zone anglophone, on va ci, on va ça. Et il déplore, paradoxalement, le fait que de simples manifestations ont été réprimées dans le sang, à la place de simples actions politiques, notamment le dialogue national, la forme de l'État, les militants à libérer et tous les activistes, les acteurs politiques à libérer pour le dialogue. On offre plutôt un discours flou, un discours ambivalent, un discours qui est déresponsabilisant. En fait, c'est-à-dire on accuse même la société tout entière d'être tribaliste. Je me souviens qu'Anani Rabier Bindi avait dit la même chose. On est tous des tribalistes. Ah, moi je vous dis, moi Wilfried Ekanga, je ne suis pas tribaliste. Pas du tout. N'accusez pas la société n'accusez pas les Camerounais d'être tribalistes. Vous êtes tribalistes, assumez seuls. Je ne suis pas tribaliste. Il n'y a aucun moyen de démontrer d'une manière où je ne suis. C'est impossible. Même, c'est-à-dire, il est plus probable que Dieu meure que de trouver en moi du tribalisme. C'est impossible. C'est même pas un dessin, non événement. Ça ne se débat même pas. Donc vraiment, bon voilà. Arrêtez de mettre ça, c'est-à-dire, et j'aime beaucoup quand Maître Amédée écrit, vraiment, c'est des choses, c'est des phrases qui doivent être retenues et débattues dans des examens scolaires. Quand il dit, on utilise la stratégie du tous responsable afin qu'il n'y ait pas de responsable. Il a raison. C'est un transfert de culpabilité, moi j'appelle ça comme ça, auprès du peuple camerounais. On voit bien que certains qui se proclament autochtones se donnent le droit, l'autorisation de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, et à qui ils veulent. Et ils sont sûrs, ils savent qu'on ne va rien leur faire parce qu'ils ont la godasse. Et on vient nous dire, on est tous des tribalistes. Non, je ne le suis pas. Je n'ai jamais commis un acte tribaliste. J'ai beaucoup de défauts, mais pas celui-là. Donc rien, nothing, nada, rien, nulle part. Donc, il faut enlever ça de l'esprit des Camerounais. Nous ne sommes pas tous responsables du tribalisme et nous ne sommes pas tous tribalistes, non? Et j'aime aussi sa conclusion quand il dit « Oui, je suis Camerounais et je ne suis pas tribaliste. Je dénonce le tribalisme d'État de Paul Biya. »
je dénonce moi-même le tribalisme d'État de Paul Biya. C'est, voilà. C'est-à-dire, ça doit être clair comme du cristal. On a un dirigeant tribaliste, on a un régime tribaliste, il faut le dénoncer. Et il n'y a pas de temps à perdre à dire nous sommes tous tribalistes. Vous êtes tribaliste avec qui? Je ne l'ai jamais été. Quand Nani Rabier Bindi faisait quelqu'un que j'appréciais beaucoup dans ses secrets d'histoire, mais sur la question du tribalisme, mais j'avais pas compris. Vous justifiez votre tribalisme en disant qu'on est tous dedans. Non. Je n'ai pas la même emprise des liens en fonction de la tribu. Enfin, les liens n'ont pas la même emprise sur moi qu'ils ont sur vous. Absolument pas. Absolument pas. Et Maurice Kamto vous a d'ailleurs dit qu'il n'est pas né avec président de la République marqué sur le front. Ce sont les biéistes qui brillent par le messianisme. Oh, c'est Dieu qui a mis Paul Biya là. Attendez que Dieu le reprenne. Il va au-delà de Jésus-Christ. C'est eux qui ont un gourou et qui disent que Maurice Kamto est un gourou. C'est eux qui ont un gourou. Maurice Kamto n'a jamais ôté la vie à quelqu'un pour ses opinions politiques. Paul Biya, lui, c'est-à-dire, en fait, il a plus de Camerounais sous ses pieds que de Camerounais vivants. Donc, excusez-nous. Quand on leur présente le programme, ils ramènent à Kamto au Bamileke parce que justement, n'ayant aucune forme de projet de société, aucune idéologie politique, aucune ligne de conduite, rien, tout se résume à Kamto, les Bamileke, parce que c'est pas évident de créer un projet politique, un programme, c'est pas évident. Vous voyez des trucs, vous regardez, vous pensez qu'il suffit de s'asseoir et commencer à écrire. Ah, c'est pas évident du tout. Écrire un programme politique, le défendre. Et il y a des gens qui pensent que Paul Biya un programme politique pour 2025, oubliez et rêvez. On vous a sorti une page, une profession de foi en 2018 en vous disant c'est ça le programme. Il n'a pas le temps de faire un programme. Donc il mise tout sur la police, la répression, la fraude électorale et le tribalisme. Pour le tribalisme, il est passé à la vitesse supérieure. Donc voilà. C'est le tribalisme d'État tout simplement. Et voilà, il est entretenu, comme le disait mon ami et ma chère sœur Arlette Framboise, ce sont des esprits cloisonnés et rétrogrades. Ils sont enfermés quelque part. C'est-à-dire, c'est tout. C'est des simples esprits, comme je disais sur Elimbi Lobé. Donc voilà, je pense que vous avez compris, en fait, notamment quand Maurice Kamto a posé la question, faut-il un concours pour être bolo? C'est exactement comme je prends l'exemple justement de la chèvre bleue que j'ai ici sur l'image. Il a inondé mon téléphone pendant des heures. Vraiment, c'est pénible, mais bon, c'était nécessaire. Zambo Evina, le boucher du Canada, qui nous dit comment il a énormément de goût à voir le sang gicler et comme il part manger le pain après. Bref, c'est comme s'il arrive au Canada, on le chasse, on dit tu es noir, on ne te veut pas. Et lui, il dit aux Canadiens, mais j'aimerais bien être avec vous. Comment je fais alors pour être blanc? Est-ce que je fais un concours? Et les blancs disent que comme il a dit ça, il est raciste. Vous conviendrez avec moi que c'est idiot. Bon, si vous êtes d'accord avec moi que c'est idiot, vous réalisez donc le level d'idiotie que les partisans de Paul Biya ont sorti au Conseil constitutionnel, ou du moins sortent tous les jours quand tu nous ramènes cette histoire du Conseil constitutionnel en disant « Oui, comme tu avais dit au Conseil constitutionnel, faut-il un concours pour être boulot ?» Donc, non. Ce qui fait que Maurice Kamto dise ça, c'est tout ce que je vous ai montré. Ce qui s'est passé à Konolinga en 2008. Les gens qui ont massacré les gens d'Aigle de la Ménois Soubreses qui sont d'une tribu, les Bamileke sont trop nombreux dans l'élite One. C'est parce qu'en 1992, je vous ai montré les saccages et les massacres de la présidente des femmes de l'OJRDPC, les saccages du maire Meke David, du député Silengamba, du maire de Sangmelima Zébayar, de Simon Ngolo, bref, de tous les militants du RDPC qui ont saccagé les boutiques et qui étaient très contents de le faire, sachant qu'il ne va rien leur arriver. Je vous ai parlé de l'incendie du quartier Congo du 24 avril 1960. Je vous ai parlé de André Woking qui a été retenu à l'entrée de Yaoundé en 99. Je vous ai parlé de ce qui est arrivé à Gabriel Simo, où les prêtres 51 sur 80, sur 51 sur 80 ont écrit carrément la lettre à monsieur Jean-Paul II que il y a trop de Bamileke ici. Je vous ai parlé de Amadou Ali en 2009 qui dit un Bamileke ne sera jamais président. Je vous ai parlé de la campagne de 2018 où moi-même on me disait tout le temps tu fais quoi dans les choses des Bamileke. Regardez tous ces exemples là et vous comprendrez donc pourquoi Kamto posait la question. Il a raison de la poser mais devant toutes ces stigmatisations, tout ce que vous m'envoyez là, mais je fais donc comment parce que donc visiblement c'est l'ennemi du socle granitique de Paul Biya
qui est accepté. Moi, j'avais un programme politique, je pensais qu'on allait parler de ça. Vous venez, vous me ramenez à mon ethnie, ma tribu. Est-ce qu'il faut donc un concours pour être de la vôtre? Comme ça, on quitte dessus, on continue de parler politique. Voilà ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, comme il le dit, vous qui dites que oui, il ne devait pas dire ça, mais vous allez confirmer ça plus tard. Puisqu'en 2019, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez encore barricader la voie de 5 mm en disant aux gens, rentrez chez vous. Il y a un État sécessionniste au Cameroun. Il y a un État qui pratique la sécession. Il y a l'État d'Ambazonie au sud. Paul Biya est un sécessionniste. Paul Biya pratique du nazisme, je dis, c'est la 11e plaie d'Égypte. Il y a un État sécessionniste au sud, dont la capitale est 5 mm. Et la faute, c'est il y a Paul Biya, c'est-à-dire c'est lui qui a entraîné, c'est lui qui a généré cette situation. Donc, et plus tard à Akomde, vous avez vu des gens chasser Joshua Oshi. Donc, de la même manière sur TikTok, vous avez vu toute la propagande, toute la saleté qui est disséminée sur TikTok, où des gens disent on va brûler les maisons des Bamileke, on va brûler ci, on va brûler ça. Vous avez des gens qui vous disent également, comme celui sur l'image, que lui vraiment continue de manquer de respect aux gens. Donc le manque de respect signifie on doit te... Oh là là. Bref, on va passer aux solutions. C'est la dernière partie de notre conférence. Merci chers tous de nous avoir suivis. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez que ces braves gens m'ont fait le plaisir d'être environ 600 depuis 20h30. On est arrivé à 600 à peu près à partir de 22h. Et depuis 22h jusqu'à 6h du matin, pendant 8h, on a toujours 600 personnes Non, la fuite, c'est bien. Tu as tenu jusqu'ici. Ça ira. Tu as écouté l'essentiel, les solutions. Bref, tu y réfléchiras toi-même. Donc, on va parler des solutions, ici, pour résoudre tout cela, cette histoire de tribalisme. J'ai dit tout à l'heure que l'une des solutions, c'est le pouvoir, la solution ultime, c'est le pouvoir économique. Mais prenons d'abord les solutions ponctuelles. Il faudrait réviser la Constitution. Ça, c'est pour en finir avec le tribalisme d'État. Le verre est dans le fruit, mesdames et messieurs. Il faut réviser la Constitution et se débarrasser des termes allogènes et autochtones. Totalement. Parce que, le terme n'est pas neutre, en fait. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui a été fait en toute innocence, non. Le terme n'est pas neutre du tout. Allogène et autochtone, c'est une fabrication du paradigme du think tank et Singan, des tribalistes Joseph Owona, le père de l'autre. C'est eux qui ont fait ça. Donc ces deux termes doivent disparaître de la Constitution. Et le pire, et je me souviens, quelqu'un m'a dit sur Facebook hier, ce qui m'a dit sur... N'oublie pas que parmi les 600, il y a ceux qui ont laissé leur phone en charge et dormir. C'est quoi, tu es jaloux? S'ils ont laissé hier, ça fait toujours 600. Tu veux que je te dise quoi? N'oublie pas que parmi les 600, il y a ceux qui écoutent à la fenêtre, ils sont peut-être 200. Donc finalement, ça fait même 800. C'est quoi, tu veux dire quoi? Ah non, c'est 600. Enfin, bref. Imagine qu'ils avaient leur téléphone, ils allaient utiliser, imagine qu'ils ont mis en charge, mais même quand on met en charge, parfois on utilise, on regarde quelle heure il est, on met le réveil, on met une chanson, donc ils ont laissé en charge sur TikTok. Ça veut dire qu'ils voulaient écouter pendant leur sommeil. En tout cas, je vois qu'il y a 600 personnes, je dis il y a 600 personnes, sans compter ceux qui sont à la fenêtre. Et je te dis, il y a au moins 200 personnes à la fenêtre. Tu penses que les biéistes sont où? Ils ont honte de commenter parce qu'on les a mis à nu toute la nuit. Ça n'a pas été facile. Donc, la première solution, je pense que au moins après avoir étalé la problématique, je suis venu aux solutions, ce qu'on demande à tout analyste politique. Les termes dont allogènes et autochtones doivent disparaître. Et quand quelqu'un me disait sur Facebook, oui, mais quand vous allez faire disparaître les termes allogènes et autochtones, est-ce que vous allez faire disparaître aussi, par la même occasion, l'idéologie ou l'état d'esprit de l'allogène et de l'autochtone? En tout cas, bref. Ce qu'il doit comprendre, notre cher concitoyen qui me demande ça, c'est que la Constitution elle-même n'a pas défini exactement les termes autochtones et allogènes. C'est-à-dire, il n'est stipulé nulle part dans la Constitution à partir de quelle durée on est considéré comme autochtone, en fait. Parce que la plupart de nos populations viennent tous des mouvements migratoires. Si je m'en vais donc à Douala, parce que le temps a beau passer, vous parlez tout allogène, autochtone, ils ont vendu les terres à nos pères, ils ont vendu, c'est à partir de quand qu'on est allogène et autochtone.